Donc, ça fait partie du jeu, ça a l'air. Oui. Donc, pourquoi on vous a invité aujourd'hui pour discuter des liens entre démocratie et inégalité? Mais d'abord parce que c'était le point de départ du manifeste. Démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Et on est parti avec cette idée que la pandémie a vraiment mis en évidence la vulnérabilité des travailleurs sur le marché du travail dans le cadre de cette pandémie-là. Il n'y a aucun travailleur qui a été épargné. Ceux et celles qui ont travaillé en ligne de front, évidemment, ils ont mis leur santé, leur vie en danger. Ceux qui ont travaillé à distance ont dû imaginer des nouvelles façons de faire, ont dû conjuguer le soin aux aînés, l'école à la maison, les demandes des supérieurs immédiats, et sans compter que des industries entières ont été dévastées par la pandémie, notamment le tourisme, l'industrie culturelle, la restauration. Donc, personne n'a été épargné dans le cadre de la pandémie. Et cette vulnérabilité des travailleurs-là fait en sorte qu'ils ont droit de s'exprimer et de se prononcer sur les règles qui les concernent. Donc, parce qu'ils ont mis leur vie en danger, parce qu'ils ont imaginé des solutions nouvelles, parce qu'ils ont mis leurs compétences à profit pour les organisations, ben, ils ont une voix au chapitre. Ils devraient être considérés dans les décisions. Et ces décisions-là, malheureusement, sont souvent appropriées par les dirigeants, les actionnaires des entreprises. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie industrielle? Bien, évidemment, c'est un mot qu'on entend depuis très longtemps, mais vous allez voir que nos panélistes aujourd'hui ont des exemples très contemporains pour illustrer ce besoin de démocratie industrielle. Et là, je ne referai pas tout le débat de la littérature entre la vision nord-américaine, la vision européenne, mais je vais vous donner les grandes lignes quand même pour bien placer le débat aujourd'hui. Donc, l'idée de démocratie industrielle, généralement, ben, ça suggère que les travailleurs doivent avoir l'opportunité non seulement de s'exprimer, mais aussi d'influencer et de participer, d'être impliqués dans les décisions qui les concernent. Et les web avaient identifié deux grandes dimensions à cette démocratie industrielle. Une première dimension qui est davantage interne, donc très liée à la question des structures syndicales et à la question de la démocratie syndicale. Et une deuxième dimension externe, celle-là qui renvoie davantage aux fonctions des organisations syndicales et plus particulièrement, évidemment, à la question de la négociation collective, qui a été historiquement considéré comme le mécanisme par excellence pour démocratiser les milieux de travail. Donc, très tôt dans l'histoire, on a reconnu ces liens étroits-là entre démocratie industrielle, organisation syndicale, démocratie syndicale. Et si on a d'abord étudié cette question-là de la démocratie dans l'entreprise, on a rapidement étudié les niveaux d'action plus élevés des organisations syndicales. Donc, on a compris que la démocratie syndicale était aussi liée à la question de l'action politique des organisations syndicales, pardon. Donc, si la démocratie industrielle est très liée à l'action syndicale, je vais attendre que le rebound finisse. Qu'est-ce qu'on observe à l'heure actuelle en termes d'enjeux, de défis pour les organisations syndicales? Mais d'abord, il y a toute la littérature sur la segmentation du marché du travail.
qui a mis en évidence la capacité réduite des organisations syndicales de représenter l'ensemble de la classe ouvrière. Donc, on a reproché aux organisations syndicales notamment de se concentrer sur une seule catégorie de travailleurs, les insiders, donc les salariés permanents à temps plein. Et ça, au dépens évidemment des outsiders. Et des travaux plus récents, notamment ceux qui étaient faits avec Patrice Jalette et Frédéric Longondier, ont montré une nouvelle catégorie de travailleurs qui est apparue ici dans les milieux de travail, les fameux outsiders internes. Ces salariés-là qui ont accès à la représentation collective, qui ont accès à une convention collective, mais qui malheureusement doivent subir des disparités de traitement, qui s'expliquent par plusieurs aspects, que ce soit l'âge, le sexe, le statut d'emploi. Et par ailleurs, on voit aussi que dans la littérature, on reconnaît que les salariés marginalisés sont moins bien représentés par les organisations syndicales parce qu'ils sont marginalisés au sein des structures syndicales. Et là, on pense aux jeunes, aux femmes, aux représentants des communautés culturelles. Et les travaux que j'ai menés avec Mélanie Dufour-Poiré, mais aussi avec Émilie Genin, ont montré que la stratégie classique des organisations syndicales, qui est souvent de confiner ces salariés-là au sein de structures parallèles, des comités agiteurs, ne peut pas être efficace si on ne construit pas les passerelles nécessaires pour donner accès et une voix aux travailleurs aux décisions démocratiques des organisations syndicales. Donc, tous ces enjeux-là, tous ces défis-là expliquent en partie pourquoi il y a croissance des inégalités et des disparités dans les milieux de travail. Et c'est exactement sur ce terrain-là qu'on emmène les panélistes aujourd'hui. Donc, on a quatre personnes qui vont s'entretenir avec nous. D'abord, Raja Habib de l'Observatoire québécois sur les inégalités, qui va discuter des différentes formes d'inégalités observées dans les milieux de travail, mais aussi des bonnes pratiques pour les contrer. Émilie Genin, qui va s'attarder davantage aux causes de la stagnation de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les milieux de travail. Elle va pouvoir aborder aussi la question des bonnes pratiques, mais surtout des pratiques syndicales. Dominique Lemieux, qui va s'attarder aux causes, mais aussi aux conséquences des clauses de disparité de traitement dans les milieux organisés, dans les conventions collectives. Et finalement, Pierre-Antoine Harvey, qui s'attarde à la question de la croissance des inégalités entre les riches et les pauvres, mais aussi les différences salariales qu'on voit entre les hauts dirigeants et les salariés, et à toute la question de l'action politique nécessaire des organisations syndicales. Donc, on a deux blocs. Premier bloc, j'invite les panélistes à nous donner rapidement, donc environ 5 minutes, quelles sont les principales formes des inégalités qu'ils ont observées dans les milieux de travail, quels sont les principaux facteurs qui expliquent la présence de ces disparités-là ou de ces inégalités. Et selon eux, est-ce que la démocratie en milieu de travail permet un traitement plus équitable pour les travailleurs et les effets pour les collectifs? Donc, on laisse la parole d'abord à Raja. Et est-ce que Patrice peut faire le temps, parce que moi, je vais épargner les participants de mon son affreux. Excellent, merci Mélanie pour l'introduction. Je pense ce que j'ai préparé à dire rejoint vraiment ce que tu as introduit au début par rapport au panel. Je veux juste m'assurer que tout le monde m'écoute bien et qu'il me voit bien. Oui, excellent, c'est rassurant. Parfait. Donc, par rapport à la première question, donc, je pense que c'est vraiment important de prendre même 1 minute pour dire c'est quoi les inégalités en milieu organisationnel, en milieu de travail, parce qu'on va voir que c'est vraiment
en tout cas ce que j'ai découvert à travers les récentes recherches que je fais à l'Observatoire québécois des inégalités, c'est que c'est une thématique quand même très large qui recoupe plusieurs concepts qui sont quand même assez connus aujourd'hui. Donc, les inégalités en milieu organisationnel, c'est vraiment des obstacles qui vont avoir lieu tout au long du parcours de vie au travail des personnes, donc au niveau de la carrière des personnes ou même avant même d'intégrer les organisations. Ça peut être des inégalités d'accès aux opportunités, donc la possibilité d'accéder à un emploi qui soit stable, à temps plein, qui soit aligné aux qualifications des candidats, puis qui leur permettent de progresser au niveau de leur carrière. On a aussi des inégalités de revenus, donc c'est un peu plus connu, l'inéquité salariale en fonction du genre, etc. Il y a aussi des inégalités de qualité de vie au travail, on en parle de plus en plus. Généralement, c'est soit inhérent aux conditions même de l'emploi, donc on parle des horaires de travail, du niveau de difficulté, de la stabilité de l'emploi, mais ça peut être aussi inhérent à la difficulté d'articuler entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle au niveau du travail. Donc, toute la question de la conciliation, travail-famille, études, retraite et autres temps sociaux. C'est aussi une question de climat organisationnel, de microagression. Donc, tout l'aspect, finalement, les groupes de la population n'ont pas tous la même qualité de vie au travail. Puis, finalement, il y a une autre sphère qui est quand même importante, puis qui est très reliée à la démocratie industrielle, c'est les inégalités de pouvoir. Donc, ça revient vraiment à la représentation de différents groupes, encore une fois, des personnes sur le marché de l'emploi, dans les instances décisionnelles, dans les hautes sphères de pouvoir, que ce soit les conseils d'administration ou encore la haute direction. Donc, on voit que c'est vraiment différents types d'inégalités structurées d'une manière au fait que ça soit un cercle. Donc, elles vont vraiment s'alimenter entre elles. Puis, on voit à quel point ça regroupe différentes thématiques, notamment la justice au travail, l'équité, la diversité et l'inclusion. On en parle de plus en plus récemment. Puis, ça fait partie de cette problématique-là. Par rapport aux causes des inégalités, donc qu'est-ce qui fait qu'il y a des inégalités au milieu organisationnel? Ben, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. À mon avis, une des causes principales, c'est le fait que les processus, les politiques, les pratiques organisationnelles n'ont pas forcément évolué au même rythme que l'évolution de la main-d'œuvre. Donc, c'est des pratiques qui ont été conçues il y a quelques décennies où le marché du travail était beaucoup plus masculin, beaucoup moins diversifié, alors qu'aujourd'hui, on arrive à une main-d'œuvre qui est plus âgée, plus féminisée et plus diversifiée, notamment en fonction du genre ou de l'origine ethnoculturelle. Donc, on voit qu'il y a quand même un écart des organisations à s'adapter à cette nouvelle main-d'œuvre-là. Évidemment, la discrimination directe et indirecte, les biais inconscients, les schémas mentaux vont aussi produire des inégalités en milieu organisationnel parce qu'ils amènent en fait à une prise de décision biaisée qui généralement va exclure certaines tranches de la population, certaines catégories de la main-d'œuvre. Puis, puisqu'on parle de démocratie industrielle aujourd'hui, une autre cause, c'est vraiment les processus non démocratiques de prise de décision dans les organisations. Puis, je ne le dis pas dans le sens restreint où est-ce qu'il y a des syndicats ou pas, mais c'est vraiment dans un sens qui est plus large de qui prend la décision pour différents aspects reliés au travail, notamment les promotions, les nominations à des postes. En fait, on remarque que les processus actuels prennent davantage les avis, les recommandations, puis la vision d'un groupe plus qu'un autre. Donc, il y a vraiment un caractère non démocratique qui est inhérent aux effets de réseau, aux jeux d'influence qui sont connus au niveau des organisations. Donc, oui, la démocratie industrielle, puis je dirais dans son sens le plus large, c'est sûr qu'elle va faire en sorte qu'il y aura une réduction de certains types d'inégalités. Puis, parlant maintenant un peu plus du rôle du syndicat, donc Mélanie m'a demandé si, dans mes recherches, j'avais vu que les inégalités réduites en milieu syndical ou pas. La réponse est ça dépend vraiment du type d'inégalité. Puis on voit à quel point le spectre des inégalités est large. D'ailleurs, on voit les inégalités autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais il y a quand même certaines preuves que j'ai pu, je vais te donner quelques exemples, par exemple, les gains des organisations syndicales par rapport à la redistribution de la richesse, par rapport aux inégalités de revenus. Donc, ils ont permis de négocier de meilleurs salaires, des politiques redistributives au sein des organisations.
Par exemple, je donne 2 exemples par rapport aux femmes, encore une fois. La rémunération horaire des femmes syndiquées est supérieure à celle des femmes non syndiquées au Québec, puis l'écart est quand même non négligeable, de 6 $, donc 23 $ pour les femmes syndiquées, 23 $ pour les femmes non syndiquées versus 29 $ pour les femmes syndiquées. Puis pareil, au niveau de l'équité salariale homme-femme, c'est aussi une forme d'inégalité au travail. On voit que le ratio de rémunération homme-femme est bien meilleur dans les milieux syndiqués. Donc, on tend plus vers une équité salariale dans les milieux syndiqués. Deuxième exemple, c'est la surqualification au travail. Donc, on voit que c'est un défi d'inégalité au travail, la surqualification, donc l'incapacité de certaines personnes ou certains groupes de la population à avoir un emploi qui soit aligné à leur qualification, à leur niveau de diplôme, entre autres. Il y a plusieurs études qui ont montré que les travailleurs syndiqués étaient moins susceptibles d'être surqualifiés dans leur emploi. Pareil, il y a d'autres gains, mais comme l'a dit Mélanie au début, le portrait est inégal, dépendamment du type d'inégalité. Donc, je finis là-dessus, notamment les clauses orphelins qui ont, quant à elles, creusé certains types d'inégalités, notamment intergénérationnelles. Non, toujours non. Pas. Ah, voilà. Un peu. Bonjour tout le monde. Alors là, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui? Donc, Mélanie est en ligne. Est-ce qu'elle est en ligne? On a réussi à la rappeler? Oui? Non, elle n'est pas là? Bon. Donc, pour faire suite à la commande, on essaye... Oui, alors Mélanie dit qu'elle est là, tout va bien. Donc, pour faire suite à la commande de Mélanie, j'ai commencé par un état des lieux sur l'égalité professionnelle au Québec et sur les acteurs. Et en fait, le point que je vais essayer de faire, c'est qu'il y a une stagnation depuis les 15-20 dernières années. Donc, on vit dans une espèce de paradoxe québécois où finalement, le contexte social semble très, très favorable à l'atteinte de l'égalité professionnelle. Et pourtant, il n'y a eu que peu de progrès qui ont été faits dans les dernières années. Donc, le Québec, les femmes représentent 48% de la population active environ, donc on ne peut pas parler d'une minorité, c'est vraiment la moitié de la population active. Bien entendu, les progrès réalisés depuis les 50 dernières années des femmes sur le marché du travail sont indiscutables. On parle d'un taux de diplomation qui est maintenant bien plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Les mères québécoises d'enfants d'âge préscolaire sont les championnes nord-américaines de la participation au marché du travail, 76% de taux de participation, ce qui est loin devant la deuxième province. Bonjour Mélanie, contente de te revoir. Yeah
Donc, je disais, les Québécoises sont loin devant les néo-écossaises de 5 points de pourcentage et la plupart des États américains. Donc, quand on compare aux autres provinces canadiennes et aux États-Unis, ben, c'est vraiment les Québécoises qui ont des enfants d'âge préscolaire qui sont les plus nombreuses à participer au marché du travail. Et comme le disait Raja, le taux de syndicalisation aujourd'hui des femmes est plus élevé que celui des hommes, alors que historiquement, c'était l'inverse, qui est essentiellement attribuable au secteur en fait, où les femmes sont très, très concentrées, éducation, santé, ainsi de suite. Donc, une forte concentration dans le secteur public. Ceci étant, on a longtemps pensé que le fait d'accéder massivement à l'université puis d'avoir plus de diplômes que les hommes, il y allait avoir un rattrapage naturel qui allait se faire entre les inégalités qui affectent les hommes et les femmes, et ceci n'a pas eu lieu. Alors quand même, ça fait depuis le milieu des années 90 que plus de la moitié des étudiants sont des étudiantes, donc là, si vous voulez, ça fait 30 ans qu'on attend le rattrapage, il n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs que seulement l'accès à l'éducation supérieure qui explique les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Bon, alors le taux d'activité des femmes se situe à peu près 61% au Québec. Ça se compare au reste du Canada, 69% pour les hommes. Ce qu'on constate par contre, c'est que depuis 10 ans, le taux de participation des femmes croît très faiblement. En 10 ans, il a cru de 0,3 points de pourcentage. Donc, si vous voulez, à ce rythme-là, on ne va pas rattraper le taux d'activité des hommes. Ensuite, les écarts de salaire non justifiés demeurent autour de 10%. Et ça encore, ça fait depuis 2014 que cet écart ne bouge pas. C'est-à-dire, toutes choses égales par ailleurs, quand on enlève les heures supplémentaires, l'ancienneté et ainsi de suite, toutes choses égales par ailleurs, la part de différence salariale entre les hommes et les femmes qui ne peut pas être expliquée par autre chose que finalement la discrimination envers les femmes, c'est toujours aux alentours de 10%. Donc, une femme gagne 90% de ce que gagne un homme à emploi égal. Finalement, les femmes sont un tiers, 36% dans les postes de gestion, c'est bien, mais quand on regarde vraiment les hautes sphères, donc les postes de haute direction et ainsi de suite, les postes de pouvoir dans les organisations, c'est seulement entre 20 et 25% de femmes, et là encore, le taux de croissance est assez faible. Donc finalement, une étude de McKinsey, qui est bien connue, un repère de marxistes-léninistes, McKinsey nous dit qu'au rythme actuel, eh bien, il faudra encore 180 ans pour combler les écarts sur le marché de l'emploi entre les hommes et les femmes. Donc, 180 ans, est-ce qu'on a tout ce temps? Donc, cela m'amène à faire le point que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose dans les 15 dernières années. Si on regarde le Québec, la dernière grande loi, c'était la dernière grande politique publique, c'était les congés parentaux, donc le régime québécois d'assurance parentale. Ça date quand même de 2006. Alors, on a eu le harcèlement sexuel, là, l'obligation d'avoir une politique sur le harcèlement sexuel en 2009. Et la révision de la loi sur l'équité salariale. Mais force est de constater que le Québec, qui apparaît souvent comme vraiment un exemple, une exception en Amérique du Nord quant à ses politiques sociales plus progressistes pour l'égalité homme-femme, là, il ne s'est pas passé grand-chose depuis 15 ans. Alors, quelques éléments d'explication. Évidemment, c'est pas exhaustif. Hein. Mélanie, tu me dis quand j'ai plus de temps, j'y reviendrai. Pourquoi cette stagnation? Pourquoi, alors que, semble-t-il, les conditions sont réunies pour avoir des avancées, eh bien, on n'en a pas. Alors, les grandes avancées historiquement avaient été faites par des coalitions en fait entre les syndicats et le mouvement des femmes. Bon, je parle en matière d'égalité professionnelle. Or, ces coalitions, ces alliances basées sur des stratégies locales et nationales, on ne les a pas retrouvées dans les dernières années, notamment en raison de la perte de puissance un peu des organisations syndicales, d'une position moins favorable et surtout de l'effritement du mouvement des femmes qui a perdu ses financements soit au niveau fédéral comme au niveau provincial. Les années d'austérité sont passées par là. Il y a eu des coupures, par exemple les bureaux régionaux de la condition féminine. Donc on a perdu finalement
beaucoup de ressources pour les organismes de base du mouvement des femmes, ce qui a rendu très difficile d'alimenter la démocratie industrielle. Parce que finalement, une partie de ces ressources-là pour le mouvement des femmes allait dans des études, des recherches, donc on avait des données qui venaient du terrain. Évidemment, c'est très difficile d'alimenter la démocratie industrielle si on n'a pas des données sur lesquelles s'appuyer. Ensuite, ces organismes fournissaient aussi une pépinière, un vivier de renouveau syndical. Donc, il y a eu aussi une perte d'expertise par ces pertes-là. Donc, des raisons de coupure, finalement, de financement. Ensuite, un autre facteur qu'on a trouvé dans nos recherches avec Mélanie, c'est l'idée généralement vraiment acceptée dans la population au Québec que l'égalité est atteinte. Donc, pourquoi mener un combat, finalement, qui a déjà donné lieu à des gains suffisants parce qu'on a l'équité salariale, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, c'est difficile de voir le chemin qui reste à parcourir et donc de justifier la légitimité sociale de ce combat-là sur l'égalité professionnelle. Malheureusement, quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire. Et enfin, quand on regarde au niveau du fonctionnement des organisations syndicales, donc là, la variante interne, on va dire, de la démocratie syndicale, eh bien, on se rend compte qu'on a du mal à s'attaquer à certaines poches persistantes d'inégalité. Et une des raisons, c'est qu'on a du mal à avoir des approches intersectionnelles. Donc, je m'explique. Si vous voulez, les organisations syndicales ont du mal à aller chercher et défendre et faire avancer les intérêts des groupes marginalisés, même dans leur propre rang. Alors, quelques exemples et après je m'arrête. Par exemple, la déqualification des femmes migrantes dont a parlé Raja, c'est vraiment, les femmes sont un petit peu moins la déqualification des hommes et des femmes, c'est à peu près équivalent, mais là, quand on passe dans le groupe immigrants restants, là, c'est très fort, puis les femmes sont très défavorisées. Donc, c'est vraiment la conjonction de ces deux facteurs, femmes, immigrantes avec des facteurs de vulnérabilité propres au groupe des femmes migrantes. Et ça, on a de la difficulté à faire avancer cette cause-là, même dans les organisations syndicales. Autre exemple, les mécanismes de démocratie industrielle ont du mal à aller chercher les intérêts, par exemple, des non-permanents. Donc, pareil, quand vous croisez femmes non permanentes, c'est des intérêts qu'on retrouve moins. Et puis, dernier exemple, l'intersection entre le genre et la parentalité, parce que les recherches sur les carrières des femmes montrent que les décrochages de carrière se produisent souvent de façon irréversible à l'arrivée du premier enfant, alors que l'arrivée d'un premier enfant ou d'un deuxième enfant ou d'un troisième enfant, généralement, l'effet est à peu près nul sur la carrière des hommes. Bien sûr, on parle en moyenne, généralement, alors que c'est vraiment le moment où les décrochages de carrière se produisent. Et puis ça, c'est un petit peu contre-intuitif au Québec, où justement, les mères d'enfants d'âge préscolaire restent en emploi. Elles restent en emploi, certes, elles se maintiennent en emploi, mais après, elles ne vont pas progresser. Et je m'arrête là. Merci, Émilie. Donc, je suis très contente de vous retrouver. Donc, on a eu deux résultats de recherche, donc des inégalités aux formes diverses. Raja nous dit quand même que le fait d'être syndiqué apporte quand même certaines diminutions quant aux disparités perçues ou observées dans les milieux de travail. Émilie, avec l'exemple sur les femmes, vient plutôt nous dire oui, il y a eu des combats, mais il y a stagnation maintenant parce qu'on considère dans les organisations syndicales notamment, elle n'a pas attaqué les politiques managériales, mais tu pourras peut-être, Émilie, dans le deuxième bloc, rebondir sur les politiques managériales. Donc, elle nous dit, dans les organisations syndicales, on ne s'occupe pas vraiment, ça ne fait pas partie vraiment de l'agenda stratégique des organisations syndicales parce que les femmes n'ont pas nécessairement accès, si je comprends bien, aux lieux décisionnels et on n'a pas d'approche intersectionnelle non plus dans les organisations syndicales, ce qui fait que les enjeux qui se rendent en bout de piste, souvent, ce ne sont pas ces enjeux particuliers-là pour des groupes marginalisés. Donc, merci à vous deux. On va rejoindre maintenant Dominique Lemieux des Métallos Québec.
Donc, j'ai donné à peu près le même genre de commande à Dominique, de nous faire état des inégalités qu'il observe, lui, dans les milieux qu'il organise et de se faire un autocritique, hein, d'expliquer les causes de ces disparités-là. Donc, à toi la parole, Dominique. Merci, Mélanie. Puis c'est le fun de te voir comme ça plutôt que par téléphone. Écoutez, moi, je vais vous parler plus majoritairement dans le secteur privé au Québec, puis le secteur industriel aussi, le syndicat des métallos, on est majoritairement dans le secteur privé. Moi, je pense qu'on voit de plus en plus d'inégalités dans le milieu industriel, dans le secteur privé au Québec. Comparé aux années passées, on pourrait penser justement que ça l'aurait ralenti. Si on pense aux fameuses clauses orphelins, hein, on sait tous qu'il y a plusieurs années, les employeurs ont amené des nouvelles tactiques pour rémunérer moins les plus jeunes en entreprise. On pensait que ça avait été corrigé il y a plusieurs années par le législateur en venant interdire les discriminations sur le salaire. On pensait bien que la notion de salaire était élargie. Et non, les employeurs en ont profité pour amener toutes sortes de stratégies sur des clauses de disparité, entre autres sur les fonds de pension, mais aussi sur les assurances collectives. Donc, c'était vraiment insidieux comme stratégie, même de dire, exemple, qu'un plus ancien en entreprise va avoir une assurance vie de 50 000 $ puis un plus jeune va avoir une assurance vie de 25 000 $, comme si les jeunes valent la vie d'un jeune vaut moins. Heureusement, ces situations-là ont été corrigées dans les dernières années. À notre grande surprise par le gouvernement libéral à l'époque. Mais malgré cette correction-là, il reste quand même des clauses qu'on peut dire grand-père. Ça fait bizarre de parler de jeunes et de plus vieux, mais des clauses grand-père où ceux qui avaient déjà des clauses orphelins dans leurs conventions collectives doivent continuer à vivre avec ces clauses orphelins-là. Syndicalement, c'est clair que c'est un problème pour nous. Je vais en parler dans la deuxième section. Mais ça amène aussi des problématiques quand on parle d'échelle salariale. On voit beaucoup dans le secteur privé des échelles salariales, exemple, qui sont étalées sur 4, 5, 6, 7 ans. Puis c'est vraiment une problématique pour nous de mobiliser nos gens quand vient le temps de négocier une convention comme ça, ou ces temps-ci, quand on est en pénurie de main-d'œuvre, l'employeur veut raccourcir l'échelle de salaire, puis il vient dire, pour donner plus d'argent à ceux qui vont avoir moins d'ancienneté, on va avoir moins d'argent aux plus anciens. Donc, c'est vraiment un tiraillement dans nos négociations de conventions collectives, dans nos propres comités de négo, qui souvent sont occupés par des gens plus anciens en ancienneté. Donc, on a des débats, les anciens qui disent, moi, je ne veux pas nécessairement raccourcir l'échelle, parce que si je raccourcis l'échelle salariale, il va rester moins d'argent pour le groupe des plus vieux. Donc, c'est vraiment une problématique pour nous. Autre endroit où il y a des inégalités, on le voit aussi avec les étudiants qui viennent en entreprise, puis je vais vous parler plus particulièrement des étudiants de la minerie ABI à Bécancour qui ont déposé une requête il y a quelques années pour de la discrimination. Puis je ne me lancerai pas à faire un exposé de ce cas-là, mais ce qui a été mis en preuve devant les tribunaux, le tribunal des droits et libertés de la jeunesse, c'est-à-dire qu'ils faisaient des tâches égales. Donc, à tâches égales, pourquoi ces gens-là étaient discriminés? Pourquoi il y avait 20% de moins de salaire? Puis je vous dirais que même dans nos membres métallos à l'intérieur de la luminerie, il y en a qui n'étaient pas nécessairement contents qu'on puisse faire un recours comme ça. Il y en a qui n'étaient pas nécessairement contents qu'on puisse supporter ces étudiants-là. Puis pour la plupart, qui sont des filles et des fils d'employés. Donc, on a même vu des parents faire pression sur leurs enfants pour dire « Faites pas un recours comme ça, ça n'a pas d'allure, on ne vous embauchera plus après. » Puis finalement, on a gagné devant la première instance. Après ça, on est allé à la Cour d'appel. Puis majoritairement, pas majoritairement, unanimement, les 3 juges de la Cour d'appel ont maintenu la décision en disant que c'était de la discrimination. Donc, je pense que ça l'ouvre la porte justement pour enlever une égalité par rapport aux plus jeunes. On le voit aussi avec les plus jeunes pour les travailleuses saisonniers, où ce que souvent, il y a des plus anciens qui reviennent saison après saison, puis où ce que les emplois qui sont les moins intéressants sont occupés par des étudiants. Encore là, les étudiants ont de la difficulté à venir intégrer les rangs syndicaux,
puis de venir sur les comités de négociation. Puis quand je dis c'est pas de la faute des étudiants, souvent c'est des plus anciens qui sont, exemple, un président ou une présidente de syndicat, c'est des plus anciens qui travaillent là année après année, qui négocient la convention collective, puis plus souvent qu'autrement, ben, les jeunes sont laissés de côté en disant c'est des étudiants, on va les maintenir au salaire minimum ou à peu près. Puis on a vu là, une couple d'années, personnellement, je l'ai expérimenté dans un club de golf au Saguenay, où les étudiants se sont pris en main, sont venus investir l'Assemblée générale avec les médias sociaux, puis finalement, on revirait une entente de principe qui clairement les avantageait pas, puis on a dû retourner à la table de négociation pour tenir compte de ce que les étudiants avaient à dire. Donc, il y a quand même de l'espoir pour que ces jeunes-là puissent prendre leur place dans nos instances. Autre endroit aussi où beaucoup d'inégalités, ça je vous dirais que c'est en forte croissance, c'est toute la question de la sous-traitance. On voyait beaucoup dans le secteur industriel avant, dans la sous-traitance, seulement des emplois de maintenance, exemple. Il y avait excusez pour l'anglicisme, il y avait un shutdown, il y avait des travaux spécifiques, on faisait venir des sous-traitants. Mais maintenant, de plus en plus, on voit des entreprises faire appel à de la sous-traitance. Puis moi, je n'appelle pas ça des sous-traitants, j'appelle ça des sous-traités, qui souvent n'ont pas les mêmes conditions salariales, n'ont pas les mêmes fonds de pension, n'ont pas les mêmes assurances collectives. Puis récemment, on a perdu une décision dans un tribunal d'arbitrage où on représentait un sous-traitant qui avait fait un droit de refus. En santé-sécurité, souvent, on parle, là, les inégalités, c'est plus sur le salaire, les conditions de vie, mais santé-sécurité, tout aussi important, parce qu'il avait fait un droit de refus, puis c'est le client qui avait demandé au sous-traitant de changer cet employé-là, vu qu'il avait fait un droit de refus, puis le tribunal d'arbitrage est venu maintenir le congédiement en disant que le donneur d'ordre, qui est la compagnie de sous-traitance, eux, ne peuvent pas se soutirer au désir du client. Donc, ça ouvre vraiment la porte à des plus grosses inégalités, point de vue à sous-traitance. Puis on voit des usines qui sont malheureusement organisées où on a des gens qui font, exemple, 40 $ de l'heure de jour sur des postes avec des bons fonds de pension, des bonnes assurances collectives. Puis sur les chiffres de nuit, bien, malheureusement, c'est des sous-traités qui font 30 $ de l'heure, presque pas de fonds de pension, puis presque pas d'assurance collective. On n'a pas encore challengé la nouvelle loi des normes qui vient dire qu'on ne peut pas être discriminé en fonction du statut, mais c'est clairement quelque chose qu'on va devoir les syndicats faire. Puis je vais terminer finalement avec toute la question des agences aussi, avec la pénurie de main-d'œuvre. Tous les employeurs viennent nous dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc ils sont obligés d'aller avec des agences. Mais c'est drôle, les agences, eux, se trouvent des gens, se trouvent des travailleurs, des travailleuses pour venir combler ces postes-là. Mais nos employeurs nous disent qu'eux ne sont pas capables de trouver des travailleurs, des travailleuses. Souvent, c'est leurs critères d'embauche qui doivent ajuster. Donc, je pense que comme syndicat, ce qu'on doit faire, c'est de négocier des clauses de convention collective qui vient dire qu'un travailleur ou une travailleuse d'agence, après tant de temps, va être couvert par le certificat d'accréditation, va devenir un salarié de l'entreprise, puis va être couvert par les protections qu'un syndicat peut lui apporter, mais aussi participer à la vie active du syndicat, pouvoir s'impliquer, pouvoir devenir délégué, pouvoir être membre d'un comité de négociation, puis de s'impliquer dans son syndicat. Donc, c'est vraiment les formes qu'on voit ces temps-ci d'inégalité, les tactiques que les employeurs utilisent pour venir précariser les emplois au Québec dans le secteur privé. Merci, Dominique. Donc, d'autres formes de disparité, même dans les milieux syndiqués, ce qui indique que ce n'est pas un phénomène qui est banal et qui cause du tort aux travailleurs. On va écouter pour la fin du premier bloc Pierre-Antoine Harvey de la CSQ. Il est économiste à la CSQ. Je suis certain qu'il va avoir des graphiques à nous montrer parce que c'est un économiste. Donc, est-ce que je me trompe? Parce qu'on n'a pas réussi à tester ton partage d'écran, mais je pense que tu es plus techno que moi, donc ça devrait bien aller. Je vais voir si je prends le risque ou pas. Je ne sais pas, moi. Étant donné nos succès. Donc... écoutez, j'arrive ici avec une espèce de réflexion générale où, pour moi, la question de la démocratie industrielle et des inégalités là, m'apparaissait pas au départ évidente parce que c'est deux grands débats qu'on mélange ensemble. C'est sûr que moi, je proviens du milieu syndical, donc je vais parler de cette forme de démocratie-là
qui est en fait, à l'exception des entreprises en autogestion ou des coops de travailleurs, qui est, selon moi, la seule forme de démocratie industrielle qu'on peut retrouver dans le marché du travail actuellement. Une forme qui est totalement incomplète parce que il y a 3 éléments là, qui peuvent nous laisser entendre qu'il y a une forme de démocratie industrielle. D'une part, l'autonomie de ces organisations-là, donc autant de capacité d'exister de manière autonome et durable, de faire des choix sans influence externe. Donc, ça, le mouvement syndical s'en sort assez bien à ce niveau-là, d'avoir des structures formelles et informelles et de consultation et de décision. Donc, encore une fois, un élément sur lequel le mouvement syndical, là, avec beaucoup d'améliorations possibles, mais quand même des structures qui sont présentes et qui ont une capacité de descendre assez proche là, des membres. L'autre élément, c'est un pouvoir de décision. Une vraie démocratie, c'est pas juste de la consultation, c'est pas juste des moyens de pression, c'est la capacité de prendre des décisions et d'influencer réellement l'output du marché du travail. Mais c'est là où le mouvement syndical, malheureusement, a un pouvoir de décision limité, un pouvoir énorme sur sa propre action, mais sur les résultats qu'on va retrouver dans le marché du travail, malheureusement, son pouvoir est limité. Quels sont les points d'entrée où, en fait, où se créent les inégalités, là, puis vous en avez touché plusieurs, mais et je veux réfléchir à savoir comment le mouvement syndical peut intervenir sur ces enjeux-là. Il y a d'abord les conditions internes, les conditions de travail à l'interne d'une entreprise. Et ça, vous en avez parlé, plusieurs en ont parlé, Dominique, avec les disparités de traitement. Donc, c'est un des éléments où le mouvement syndical est équipé pour négocier des conditions de travail. Mais encore une fois, ce n'est pas le syndicat qui décrète les conditions de travail suite à une décision démocratique. On consulte nos membres et on met en place des moyens d'action pour négocier des conditions de travail. Et le résultat de cette négociation-là, ben, il est sujet à plusieurs facteurs externes et internes. L'autre élément, c'est qu'on fait face à l'interne, bien malgré nos négociations, à des stratégies de contournement des gouvernements. Et vous en avez mis plusieurs à jour, là. Mais donc, plus ce qu'on a remarqué là, avec la consolidation des conventions collectives, ben, c'est l'apparition de d'autres statuts. Dominique parlait des agences, parlait de la sous-traitance, parlait des disparités de traitement, la précarisation de nos propres membres. Donc ça, c'est des stratégies sur lesquelles on a peu de contrôle, sur lesquelles on peut tenter de réagir, mais qu'on a peu de contrôle. L'autre élément, puis je pense que c'est important quand on parle de l'explosion des inégalités, l'élément sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est la rémunération de nos dirigeants et des cadres au sein des entreprises. Donc, s'il y a un marqueur fort de croissance des inégalités là, dans l'ensemble de la société, c'est vraiment le détachement de la rémunération des cadres et dirigeants des entreprises par rapport aux travailleurs moyens. Là, j'ai plus les chiffres précis, mais on parlait à la fin des années 70 de 20 fois le salaire moyen pour les cadres et on est rendu autour de 240, 250 au Canada. Donc, ça, c'est un des éléments où on a malheureusement aucun contrôle sur cet élément-là. On pourrait y revenir. Les conditions de rémunération du marché général, ben ça, le seul moyen, et malheureusement, Mélanie en faisait part au début, on n'a pas réussi à syndiquer tout le monde. Ce serait bien sûr la meilleure façon d'arriver à une meilleure répartition de la richesse dans l'ensemble du marché. Il y a des efforts, il n'y en a peut-être pas assez, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de stratégies patronales pour nous empêcher de répandre la syndicalisation. L'équité salariale, moi, on va avoir besoin d'une discussion, Émilie, quand tu dis qu'il ne s'est rien passé dans les dernières années au niveau de l'équité. L'équité salariale, la loi a été adoptée en 1996, dans ces années-là, mais on est encore en train de se battre pour qu'elle soit appliquée. Salaire minimum est un autre exemple, de capacité du mouvement syndical d'influencer les conditions de rémunération externe, conditions de travail à travers la loi sur les normes du travail. Par contre, là où le mouvement syndical n'a aucun outil, c'est les contraintes vers le haut. Alors, on n'a aucun outil politique, on ne les a pas encore inventés, là, à part la notion de salaire maximum, qui permet de contraindre l'explosion, en fait, l'inégalité par le haut dans le marché du travail. Bien sûr, tout l'élément de la redistribution,
Donc là, c'est les choix politiques, les politiques sociales, les politiques fiscales pour redistribuer le salaire, redistribuer les revenus. Et là, c'est toute la question de l'action politique des syndicats. Donc, autant la question de la relation entre les syndicats et leur influence sur le processus politique, donc que ce soit les liens avec les partis politiques, ou le travail des syndicats comme groupe d'influence ou groupe mouvement social. Donc, à ce niveau-là, il y a effectivement là, une capacité d'agir pour les syndicats, les centrales, de manière autonome, mais aussi en collaboration avec les autres groupes de la société civile. Émilie, tu parlais des associations, des coalitions autour des groupes féministes, coalitions qui, bien qu'affaiblies, sont toujours en vie et toujours présentes. On aura la fin de la marche mondiale des femmes, une fin virtuelle malheureusement, mais quand même où sont regroupés là, des enjeux féministes portés et par les groupes communautaires, les groupes de la société civile et le mouvement syndical. L'autre élément qu'on parle peu dans les incubateurs d'inégalité, c'est au niveau des choix de production. Donc, je dirais, il y a oui les revenus, mais il y a aussi qu'est-ce que font nos entreprises, à la fois comme produit, comme choix d'investissement, choix de recherche et développement aussi, qui vont avoir des impacts sur l'accès à des meilleures conditions de vie, l'accès à des soins de santé dans certains cas. Et là-dessus, au Canada, on est dans un désert total en termes de démocratie syndicale, démocratie ouvrière, dans le contrôle des orientations stratégiques des entreprises. On peut à la limite espérer, comme on voit en Allemagne, là, la participation, d'avoir un représentant ou une représentante des travailleurs et travailleuses sur les conseils d'administration des grandes entreprises. Mais même cette co-gestion, en fait, je trouve que le terme est fort, là, cette participation d'un représentant sur un conseil d'administration d'une entreprise est encore, là, je pense, dans le domaine de l'objectif, mais on est très loin d'être atteint au Québec. Donc, je suis très loin de refuser l'autocritique du mouvement syndical, mais en associant le débat sur la démocratie industrielle avec les résultats sur les inégalités, je considère on prend un raccourci de donner une certaine responsabilité de l'inefficacité de la démocratie industrielle étant la cause des inégalités, alors que cette démocratie industrielle-là, elle est bien mince. Même si on considère, même si on est l'endroit où avec le plus haut taux de syndicalisation au Québec, le pouvoir réel de la démocratie industrielle sur les résultats du marché du travail est encore malheureusement trop faible. Mais là, soyons dans l'autocritique, on va y aller. Je veux amener sur la difficulté, même dans nos rangs, dans les discussions, comme on n'est pas dans un monde isolé, puis c'est un peu la... Oui, Mélanie? Une minute? Une minute. Donc, le mouvement syndical n'agit pas et les membres ne vivent malheureusement pas dans un monde idéal où tout le monde est syndiqué et l'objectif d'équité salariale est présent. Donc, même dans nos débats, même dans les discussions avec nos membres, ils sont influencés par ce qui se passe à l'extérieur. Et cet élément-là vient façonner nos débats, nos contraintes à l'interne. Deux éléments rapides, puis j'y reviendrai si j'ai le temps. J'avais un beau graphique sur la réduction énorme des inégalités dans le secteur public. Hein, depuis 1971, là, je vais vous donner au moins les chiffres, là, le ratio entre le plus bas salarié et le plus haut salarié, avant le plus haut salarié, là, qui était l'ingénieur, gagnait 3,8 fois le salaire de l'auxiliaire de bureau, qui est un emploi féminin. Ce ratio-là a été baissé là, graduellement par des choix politiques à l'interne du mouvement syndical. Par d'autres conjonctures, là, on a un ratio de 2,2, donc presque l'inégalité a été réduite de moitié. Par contre, on a vu
on a vu, et c'est paradoxal, on a vu cette inégalité-là augmenter si on change de comparateur, parce que maintenant, l'emploi la mieux payé dans le secteur public, ben, c'est l'infirmière praticienne spécialisée, qui, elle, maintenant, on a remonté avec elle avec un taux où on se rapproche là, du 3 fois. Mais c'est un gain, donc une reconnaissance, une professionnalisation d'un corps d'emploi féminin qui a rétabli là, un écart important. Quand on discute de cet enjeu-là avec nos membres, eux ne se comparent pas nécessairement entre collègues du secteur public. Ils vont se comparer beaucoup plus avec l'extérieur. Donc, par exemple, les professionnels se comparent avec des professionnels du secteur public et les efforts d'égalisation des salaires dans le secteur privé n'ont pas été aussi importants. Donc, dans nos débats à l'interne, il y a toujours la référence à l'externe, ce qui fait que même dans un milieu fortement syndiqué, le fait qu'on n'ait pas réussi à avoir l'hégémonie syndicale au Québec, ça a bien influencé nos débats à l'interne. Je pourrais revenir aussi pour les cadres du Fonds de solidarité et compagnie. Je vais lancer le débat. Merci, Pierre-Antoine. Donc, un tour d'horizon assez riche, je pense, sur les formes de disparité qui existent sur le marché du travail. Puis l'idée du Forum mondial, c'est de prendre une pause puis de réfléchir au monde du travail qu'on veut demain. Hein, parce que il va y avoir un après-pandémie, même si on ne voit pas le bout encore, il va y avoir bel et bien un après-pandémie. Il faut réfléchir à un monde du travail probablement et assurément moins inégalitaire. Donc, l'idée, c'était d'inviter les gens à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait? On a fait le constat, il y a des inégalités, il y a des disparités, même dans les milieux syndiqués. Alors, quelles sont les voies de solutions possibles pour contrer ces inégalités-là? Par quel bout on doit prendre ces problèmes-là? Puis là, j'invite tout le monde. Hein, dans le chat aussi, si vous avez envie de bombarder, toutes les idées sont bonnes. L'idée, c'est de partir un espèce de brainstorming, tout le monde ensemble, pour en arriver à la fin de l'atelier, à avoir quelques pistes de solutions. Et au Québec, il y a quand même un événement prochain qui s'en vient à grands pas. Ça va être les États généraux sur le syndicalisme. Et ce sera le moment d'aborder ces pistes de solutions-là. Donc, comment on peut se redéployer comme organisation syndicale? Quel genre d'action on doit mener pour enfin faire disparaître ces inégalités-là? Donc, toutes les idées sont bonnes, les pratiques organisationnelles, les politiques, les indicateurs à mettre en place, l'action syndicale, qu'est-ce qu'on fait dans nos rangs à l'extérieur, action politique, etc. Donc, je vous invite même dans le chat là, à partager vos idées, vos réflexions, puis on essaiera à la fin de faire un wrap-up de tout ça. Mais je vais réinviter tout de suite Raja à nous partager ses réflexions et ses pistes de solutions qu'elle a pu, elle, réfléchir. Merci Mélanie, puis vraiment merci à tous les intervenants. C'était des perspectives très diversifiées, puis ça me permet moi-même d'alimenter ma réflexion, en tout cas sur comment on voit les inégalités en milieu organisationnel. Maintenant, pour les pistes de solutions, tantôt Mélanie, tu as évoqué les pratiques managériales. Puis je pars vraiment, peut-être que c'est des pistes de solutions peu ambitieuses, mais je pense qu'elles sont plus réalistes aussi avec l'état des lieux, avec les taux de syndicalisation actuels. Puis comme disait Pierre-Antoine, les syndicats ne sont pas partout. Donc, je pense, à mon avis, puis ce qu'il y a à faire aussi, c'est que les pratiques managériales, puis que les organisations commencent à se rendre compte du caractère, encore une fois, non démocratique de certaines des pratiques organisationnelles, notamment les effets de réseau, les jeux d'influence. On entend beaucoup des pratiques comme le référencement ou encore on a fait appel à notre réseau, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, les organisations doivent se rendre compte des effets discriminatoires de ces pratiques-là qui sont quand même assez communes dans les milieux organisationnels. Puis peut-être aussi que ma vision actuellement par rapport aussi aux pistes de solutions, c'est beaucoup plus axé sur l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu organisationnel. Puis j'ai commencé après donc la publication du rapport, j'ai commencé à faire de la recherche terrain, tout simplement à parler à des professionnels, à des praticiens RH et autres. Puis là, j'ai vraiment remarqué qu'il y a une compréhension très limitée, puis très restrictive des inégalités en milieu organisationnel aussi. C'est quoi les inégalités? C'est quoi les groupes qui sont touchés? Est-ce que c'est uniquement les femmes? Est-ce qu'on peut parler de groupes minorisés quand on parle des femmes? Mais bref, c'est vraiment beaucoup d'efforts de compréhension, tout simplement, par rapport à ces inégalités-là.
les comprendre, puis comment les adresser. Maintenant, par rapport au rôle des syndicats particulièrement, j'ai un peu, je dirais que c'est comme des bribes d'informations, mais je suis arrivée à 3 principaux aspects qui peuvent être vraiment interreliés puis qui peuvent être mis de l'avant. À mon avis, au-delà du rôle des revendications pour les membres, je pense que les syndicats aujourd'hui une place telle dans l'écosystème qu'ils peuvent commencer la sensibilisation par rapport à des aspects des inégalités peut-être peu connus, commencent à émerger. Donc, comme il y a eu des avancées en matière de redistribution des richesses ou de la réduction des inégalités de revenus, il peut y avoir d'autres aspects qui sont peut-être aujourd'hui moins connus, comme les barrières, les obstacles invisibles à l'entrée pour les groupes minorisés, soit les personnes racisées ou les personnes en situation de handicap. Ça peut être la thématique de l'inéquité salariale en fonction de l'origine ethnique qui est peu connue. Émilie, tantôt, a parlé du 10% d'écart dû à l'inéquité salariale homme-femme. Aujourd'hui, au Canada, quand tu es une personne racisée qui est née au Canada puis qui a des études universitaires, cet écart-là est de 13%. C'est un écart qui est le plus élevé au Québec. Donc, c'est je dirais, des thématiques qui vont dans la même lignée que ce qu'on disait sur les égalités hommes-femmes, mais qui poussent un peu plus, qui, encore une fois, élargissent un peu plus le spectre de la compréhension des inégalités. Le deuxième point que je voulais, ou le deuxième rôle que je vois vraiment au syndicat, c'est le fait de donner l'exemple en tant qu'employeur, en tant que représentant des employés. Je pense qu'il y a une place à donner l'exemple, à adopter des pratiques progressistes en matière de réduction des inégalités, en matière de représentation des groupes minorisés, que ce soit dans les instances décisionnelles, dans les instances de pouvoir ou même dans les porte-paroles. Puis, il y a un rapport récent de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a montré quand même qu'il y a une corrélation entre la représentation de ces groupes-là qui sont vulnérables aux inégalités, dans le fond, dans les instances décisionnelles des syndicats et le terrain. Donc, puis là, peut-être que je vais citer l'exemple, mais en fait, quand les représentants syndicaux s'identifient à une minorité visible, généralement, les organisations dans lesquelles ils sont ont en fait, les minorités visibles sont adéquatement représentées dans ces organisations-là. Donc, on peut dire, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que la diversité était là, puis c'est pour ça que le représentant syndical est une minorité visible, ou le contraire, peut-être que la présence de représentants de ces groupes minorisés-là vont faire changer les choses lors du recrutement, lors de l'avancement de carrière, etc. Donc, je pense qu'il y a encore une fois un moyen de donner l'exemple. Puis pour finir aussi, aujourd'hui, il y a des programmes connus, des programmes actuels qui sont en train de faire avancer les choses, notamment la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Ces programmes-là sont plus évidemment pour les organisations publiques, mais ils concernent aussi certaines organisations privées, mais surtout, ils donnent le temps sur l'accès à l'égalité en emploi. Puis je pense qu'il y a lieu de s'interroger un peu sur le rôle attribué aux syndicats ou aux différents représentants du personnel dans l'application de ces programmes-là. À l'heure actuelle, la loi ne prévoit pas une place aux syndicats, à part une place vraiment de consultation ou même d'être informé tout simplement de ces programmes-là, alors que je pense qu'ils pourraient être vraiment des acteurs importants dans la réussite de ces programmes-là et des partenaires en fait centraux dans l'évolution du moins de la représentativité des groupes minorisés au sein des organisations. Merci beaucoup, Raja. Donc, 2 bonnes pistes, sensibilisation, donc qui rapportent plus au rôle d'éducation des organisations syndicales et de donner l'exemple. Donc, toute la question de la place et de la représentativité des exécutifs syndicaux, entre autres. Hein? Donc, ça me fait penser à nos travaux, à Émilie et à moi, mais aussi avec ceux de Mélanie, où on voit qu'il y a des blocages quand même dans les exécutifs locaux, souvent à intégrer des nouveaux visages ou des représentants issus des groupes marginalisés. Donc, ils ont parfois beaucoup de difficultés à avoir une voix et à se faire élire dans ces instances-là. Donc, merci de le mettre sur le plancher. Donc, Émilie, est-ce que tu as le goût de rebondir tout de suite?
Oui, merci. Donc, je voulais rebondir sur plein de choses, mais je vais me limiter. Alors, première chose, les indicateurs. Moi, j'ai une formation en contrôle de gestion, donc je trouve que c'est très, très important, les indicateurs. Et justement, une piste pour négocier pour les acteurs syndicaux, c'est d'exiger l'information. Donc, en France, on appelle ça le bilan social. Donc, si déjà, on pouvait exiger donc des partenaires, des employeurs d'avoir des chiffres un peu fouillés et un peu ventilés sur les recrutements, les embauches, donc combien de femmes, combien de personnes issues des minorités visibles, situation de handicap, mais pas seulement à l'étape de l'embauche, combien eu une promotion, dans quel type de poste, parce qu'évidemment, on pense à l'entreprise d'entretien ménager qui sous-traite dans des grands hôtels. Là, ils vont vous dire, tout va bien, on a 90% de femmes. Ah bah oui, super, les gestionnaires, c'est qui? Donc, négocier des indicateurs, l'information. Ça, c'est très important. Puis, dans la recherche qu'on avait fait avec Mélanie sur les pratiques d'égalité professionnelle des employeurs au Québec, on s'était aperçu que, en fait, il y avait très peu d'indicateurs de suivi. Donc, les plans d'accès à l'égalité restaient largement des vœux pieux. Et puis que, en fait, c'était les employeurs mettaient de l'avant ces pratiques d'égalité quand il y avait un besoin. Donc, quand c'était pas stratégique, finalement, il se passait rien du tout. Donc là, petite lueur d'espoir avec la pénurie de main-d'œuvre, hein, on peut toujours rêver en se disant, bah là, il y a un vrai besoin. Donc, est-ce que les employeurs vont se réveiller en disant, voilà, on a des bassins de main-d'œuvre disponibles qui sont historiquement sous-utilisés, par exemple les personnes en situation de handicap, les immigrants récents et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on va se réveiller là-dessus? Bon, ensuite, deuxième piste de solution, encore une fois, je rebondis sur ce que disait Raja, la formation. Effectivement, l'ordre des CRHA, donc des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, avait fait un sondage il y a quelques années, 2 ou 3 ans, et puis là, ils s'étaient aperçus qu'il y avait seulement 25% de leurs membres qui avaient reçu une formation universitaire en matière d'équité, diversité, inclusion. C'est-à-dire que la grande majorité des professionnels en gestion des ressources humaines n'ont pas eu de cours universitaire sur ces questions-là. Et puis là, c'est vraiment un champ d'enseignement et de recherche qui s'est beaucoup développé au cours des 10 dernières années. Bon, par exemple, à l'école de relations industrielles, on a créé le cours, ainsi de suite. Ce qui veut dire que des gens qui auront diplômé il y a plus de 10 ans, il y a très peu de chances qu'ils aient eu des cours, des formations sur ces thèmes-là, ou à la limite, ça va être des formations qu'ils ont reçues en entreprise. Mais après, on peut se questionner sur la qualité. Donc, la qualité de la formation est vraiment de la bonne compréhension de ces questions-là, de ces enjeux-là, par les professionnels en ressources humaines. Donc, ça, c'était au niveau des pratiques managériales. Je vais rebondir sur ce qu'avait dit Pierre-Antoine aussi, qui me paraît, alors je ne suis pas du tout économiste, mais ça me paraît fondamental. On peut bien négocier ou on peut bien essayer d'augmenter le salaire minimum, mais si le salaire minimum augmente puis que celui des dirigeants n'augmente pas, il explose, eh ben, on va arriver à la même situation, voire être pire. Donc, il me semble que cet enjeu-là de mettre un maximum, donc pas seulement travailler sur un salaire minimum, mais surtout travailler sur un salaire maximum des dirigeants, parce que les études internationales montrent que les pays où en fait il y a le moins d'écart de richesse, il y a le moins d'inégalités, c'est aussi eux, je crois que c'est le Japon qui est le champion du monde, enfin je dis peut-être une bêtise, en matière de différence entre le plus bas salaire d'une organisation et le plus haut salaire. Donc ça, c'est une piste vraiment intéressante, mais bien entendu, ça nécessite un travail législatif sur la structure de gouvernance des organisations, parce que ce qu'on sait, c'est que qui décide du salaire des dirigeants des grandes entreprises, ainsi de suite, c'est les conseils d'administration. Mais quand on regarde qui siège sur le conseil d'administration de qui, tout le monde se tient par la barbichette. Donc finalement, il y a une communauté d'intérêt à s'augmenter mutuellement son salaire. Donc tant que ça, c'est pas... On disait oui, dans les structures décisionnelles syndicales, il faut plus de minorités visibles, et ainsi de suite, je suis tout à fait d'accord, mais faisons exploser ces structures-là aussi dans les conseils d'administration et exigeons la diversité dans les conseils d'administration. Alors, je suis consciente que certains personnes de syndicats vont se dire, ouais, mais alors là, s'il faut revendiquer la composition des conseils d'administration des entreprises, je pense que c'est une porte d'entrée aussi, peut-être qu'au niveau politique, il faudrait se poser la question.
Et puis, je termine là-dessus avant de me faire couper. Tous les services publics, bien évidemment, l'accès aux services publics, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas une place en garderie pour tous les enfants du Québec et tous les parents, quelle que soit la condition de l'enfant, la région, et ainsi de suite, essayer de concilier souvent travail, études, vie de famille et militantisme, c'est très difficile. Donc, ça nous prend des bons services publics parce que ça paraît difficile de fortifier, pour ainsi dire, la démocratie industrielle si les gens n'ont pas de temps à consacrer à des activités militantes, s'ils passent la nuit aux urgences pour une otite. Donc, il y a aussi un aspect revendication sur la qualité des services publics et je vais m'arrêter là. Patrice, tu veux intervenir? Non. Merci, Émilie. Puis sur cette dernière question-là des services publics et tout ça, on l'a vu dans le cadre de la pandémie, les données sont assez claires que les femmes ont écopé beaucoup plus durement que les hommes sur la réduction du temps de travail, sur le retrait du marché du travail, parce qu'elles ont assumé une plus grande part des responsabilités familiales. Il y a des exceptions, je vous vois déjà venir, les hommes progressistes, je sais qu'il y a des exceptions, il y a une amélioration, mais les données ne mentent pas. Les femmes ont écopé plus que les hommes dans le cadre de la pandémie, donc ce dernier point-là me semble assez important. Donc, merci, Émilie, de l'avoir mis sur la table. Dominique? Moi, je vais vous parler, entre autres, des causes. C'est quoi qui cause les inégalités dont je vous ai fait part? Puis, c'est quoi que ça a comme conséquence aussi sur la démocratie syndicale, sur la vie syndicale? Mais avant d'embarquer là-dessus, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire sur ce qu'Émilie vient d'apporter sur les services publics. Présentement, en Ontario, on représente des membres un peu partout à travers le Canada. Les familles, les gens ne sont plus à se poser la question, est-ce que j'ai les moyens d'envoyer mes enfants à l'université? Les gens posent la question, est-ce que j'ai les moyens d'envoyer mes enfants à la garderie? Ils n'ont pas de CPE, donc totalement en accord. Sur la rémunération des cadres, aussi en accord, parce que souvent, ce qu'on voit dans le secteur privé, c'est que les cadres sont rémunérés beaucoup à boni. Donc, chaque million qui coupe sur les masses salariales, entre autres, eux vont en retirer, exemple, 50 000 de profit. Donc, leur seul intérêt, c'est vraiment de couper, puis pas nécessairement le bien de l'entreprise. Puis on le voit au métallo parfois, où il y a des dirigeants qui ont mis en péril la survie de certaines mines à ciel ouvert, exemple, en allant chercher que l'or, dans le fond, sans sortir ce qu'on appelle le stérile, par seul but de voir leur rémunération personnelle augmenter. Donc, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, Émilie. Donc, c'est quoi qui cause, entre autres, tous les mécanismes d'inégalité dont j'ai parlé tantôt, les clauses orphelins, les échelles salariales, la discrimination envers les étudiants, la sous-traitance, les agences? Moi, je pense que la première chose, c'est justement toute l'agressivité des entreprises qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir atteindre leur but, de pouvoir instaurer de tels mécanismes d'inégalité, puis je dirais de précarisation des emplois aussi. Si on a à penser au métallo, les conflits de travail qu'on a dû avoir avec des multinationales telles ArcelorMittal, Lafarge-Holcim, Glencore, dans ces trois cas-là, c'est seulement que sur les clauses orphelins. Donc, Glencore, 10 mois de grève que 300 de nos membres, des pères et mères de famille, ont dû passer dehors sur le bord de la route. Donc, la seule revendication, le seul point qui restait en litige, c'était justement d'empêcher les clauses orphelins. Donc, il y a clairement une agressivité des employeurs à atteindre ces buts-là. Je ne peux pas passer sous silence aussi le lockout d'Alma qu'il y a eu en 2012, dont le seul sujet était la sous-traitance. Le syndicat n'avait aucune revendication salariale, monétaire pour les assurances collectives ou le fonds de pension, où pendant 6 mois, on a dû se battre contre cette multinationale-là pour mettre un mécanisme afin de limiter la sous-traitance. Parce que clairement, les entreprises voulaient avoir de plus en plus de sous-traitance dans les opérations, comme je le disais. Puis je ne peux pas passer aussi sous silence le lockout qu'il y a eu à l'usine d'ABI à Bécancour, l'aluminerie, un lockout d'1 an et demi. Donc, on voit clairement une tendance dans les dernières années à voir ces multinationales-là. Moi, je pense se concerter puis d'attaquer justement les conditions de travail de leurs travailleurs. Je pense aussi qu'une des stratégies, entre autres, pour la sous-traitance puis les gens d'agence,
c'est d'y aller à petite échelle. C'est d'y aller tranquillement, de dire, on va prendre, exemple, dans une usine de 200, il y a juste 2 personnes qui partent à la retraite, on ne les remplacera pas, on va mettre 2 sous-traitants en place, puis d'y aller à petite échelle, puis à un moment donné, on se réveille, puis il y a 10% de la main-d'œuvre qui sont rendus des sous-traitants. 1 minute, il faut que j'aille vite. Je pense aussi la mobilisation. Les syndicats, on a manqué. Souvent, on est comme des politiciens d'y aller en campagne électorale. On signe des longues conventions collectives, on mobilise des conventions, les chandails, les macarons. Puis après ça, on signe une convention de 6 ans, puis on ne fait plus rien. On ne mobilise plus nos gens pendant ce temps-là. Donc, je pense que ça aussi, ça a causé la venue de ces clauses-là d'inégalité. Ce que ça a comme conséquence, mais c'est sûr que ça divise nos gens. C'est sûr que les jeunes qui entrent au travail, qui ont des clauses orphelins, c'est sûr et certain que c'est pas facile aussi. La mixité aussi. On voit même dans certaines conventions collectives où il y a des sous-traitants, où le syndicat négocie des clauses de non-mixité. Ça veut dire que les sous-traitants ne peuvent pas manger en même temps que les travailleurs. Donc, même les syndicats, on accentue les inégalités, on s'empêche de communiquer avec ces travailleurs-là aussi. Donc, ça a des conséquences. C'est sûr, la précarisation, ça réduit le rapport de force aussi. Quand, à un moment donné, on est à négocier une convention collective, puis qu'on se pose la question, est-ce qu'on déclenche la grève? Si on sait qu'il y a 10, 15, 20% de la workforce, excusez pour l'anglicisme, qui sont des sous-traitants, ben on va se dire, si on déclenche la grève, ces gens-là, ça va être des scabs légales parce qu'ils vont pouvoir continuer à faire nos emplois. Donc, c'est sûr que ça réduit le rapport de force. Ça désintéresse aussi le syndicat. Ça essouffle les membres, ça, c'est clair aussi. Mais par contre, ça nous réveille aussi. Ça a un effet choc. Il y a des nouveaux leaderships quand on pense à nos usines de Hyco à Marieville, où ce que maintenant, les dirigeants syndicaux, c'est tous des orphelins. Ça amène un nouveau souffle. Puis, il y a quelques années, on avait peur que ces orphelins-là soient à leur tour aussi égoïstes puis laissent de côté les plus vieux. Mais au contraire, ça amène un super bon leadership qui vont rallier. Puis, ça nous force aussi à militer entre les conventions collectives, à informer nos membres, à éduquer nos membres, puis à mobiliser nos membres aux dommages que peuvent causer toutes ces tactiques-là d'employeurs pour venir précariser les emplois dans les différents milieux de travail. Merci, Dominique. Au bénéfice de tout le monde, les orphelins, dans notre jargon au Québec, c'est ces personnes qui ont subi une clause de disparité de traitement et au Québec, on les appelle les clauses orphelins. Donc, c'est ceux qui doivent subir cette clause de disparité de traitement. Donc, merci pour ces pistes, Dominique. Donc, on va clore. On a 5 minutes pour Pierre-Antoine. J'aurai 1 minute pour faire le wrap-up, mais bon, on va y arriver. C'est de ma faute, de toute façon. Mais je vais aller vite, dans le fond, parce que j'étais très intéressé par les interventions de tout le monde, puis c'est vraiment... j'aimerais être avec vous en présence pour qu'on puisse discuter plus longtemps. Et là, c'est vraiment plate, j'ai me faire servir cet argument-là, mais je pense qu'il est quand même pertinent à la discussion et j'imagine que vous l'avez tout intégré dans vos réflexions, mais de faire la différence aussi entre les inégalités qui sont temporaires et celles qui sont permanentes. Puis le Dominique ne m'aimera pas, mais pour moi, une inégalité entre des étudiants, des stagiaires, qui est un statut temporaire, et les jeunes en général, les nouveaux arrivés dans une entreprise qui sont là de manière durable, c'est tous les deux un problème, mais la cause et les conséquences sont différentes et le remède qu'il faut appliquer sont aussi différents. Donc, et la même chose pour les immigrants récents, où la question est moins sur comment régler leurs problèmes que comment faciliter, accélérer le processus d'appariement avec un emploi qui correspond mieux à leur qualification. Donc, pour moi, la question de la durée de cette discrimination-là est importante. Mais là, je vais m'en faire servir dans le débat sur le salaire minimum. Moi, mais c'est tous des jeunes qui font ça pendant qu'ils sont chez leurs parents. Puis là, je vais être fâché d'avoir souligné cette différence-là. Mais je pense que dans la réflexion, elle est importante. À la blague, Émilie, tu rapportais un retard de 10% de entre les hommes et les femmes. Un des éléments qui, pour moi, fait persister les inégalités,
c'est la manière dont on traite les employés du secteur public, qui sont à 75% des femmes. Et étrangement, là, c'est juste des chiffres comme ça, là, ils sont à 9,6% de retard de rémunération globale par rapport aux autres salariés. Donc, pour moi, là, il y a une relation directe. Autre élément, et je pense, puis là, c'est une réflexion plus longue, mais dans les structures de représentation des groupes, les jeunes, les femmes, les personnes issues d'immigration minorisées, je pense qu'il faut pousser pour des efforts officiels, pas sûr, mais rappelons-nous, les structures de démocratie représentative, ils sont soumis à une volonté aussi. Donc, oui, il faut les forcer, mais il y a besoin d'une société civile à l'intérieur des syndicats. Et je pense que Dominique a bien donné des bons exemples de base qui finissent par, en s'organisant à prendre soit s'imposer sur les exécutifs ou de faire poser leur sujet dans les assemblées. De comité, l'action aux postures et réalité, un mouvement collectif, gens pour discuter de la situation. Ils peuvent, eux autres mêmes, comme des militants ou une société civile à l'intérieur. Puis, partager l'espoir des sur la pénurie de la main-d'œuvre. Le mouvement syndical, depuis 30 ans, s'est adapté à une réalité qui était il faut protéger les emplois. Il faut aider à créer du travail parce que l'enjeu de la protection des emplois est important. Puis c'était quelqu'un que vous connaissez bien, Nicolas Roby, qui m'avait fait penser à ça. On est rendu dans une étape où la protection et la création d'emplois n'est plus un enjeu central. Maintenant, il paraît qu'il manque de travailleurs et de travailleuses. Et la question qu'on doit se poser, c'est la création de bons emplois de qualité, des emplois qui méritent qu'on leur attribue notre précieuse ressource humaine. Donc, ce changement de paradigme-là, on va l'avantage historique qu'on a en main, on n'a pas un petit quelqu'un encore, je le souhaite. Tu es sur mute, Mélanie. Bon, alors, cette séance aura commencé avec des problèmes techniques. Elle va se terminer avec des problèmes techniques. Donc, la boucle est bouclée. Mélanie n'arrive pas à remettre son micro. Alors, je ne sais pas quel mauvais génie s'est emparé de son ordinateur. Alors, elle remercie tout le monde. Patrice, est-ce que tu veux dire le mot de la fin?
Merci pour l'invitation, Mélanie. Puis merci à tous les intervenants. C'était vraiment très, très intéressant.